Connaissez-vous cette sensation de lourdeur dans l'estomac après un repas qui semblait pourtant parfait? Vous n'avez consommé que des aliments sains, et pourtant, quelque chose cloche. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les mystères de votre digestion et vous parler des ennemis qui se cachent insidieusement dans votre assiette. Nous décortiquerons les associations alimentaires les plus dangereuses et surprenantes, celles qui mettent votre estomac à rude épreuve. Et je vous promets, certaines d'entre elles vous étonneront véritablement, car elles se déguisent d'habilement en repas équilibrés. Imaginez que votre estomac est un laboratoire de haute technologie. Pour chaque type d'aliment, protéines, glucides, graisses, il dispose d'outils spécifiques de ses propres enzymes. Les protéines nécessitent un milieu acide, tandis que les glucides ont besoin d'un environnement alcalin. Lorsque vous mélangez des aliments incompatibles, c'est le chaos qui s'installe dans ce laboratoire. Les systèmes s'enrayent, et au lieu d'une digestion efficace, vous obtenez de la fermentation, des ballonnements et de l'inconfort. Comprendre ce principe simple est la clé de votre bien-être. Commençons donc par l'erreur la plus insidieuse, celle que presque tout le monde commet en pensant bien faire. Ce dessert sain et léger, les fruits après un déjeuner ou un dîner copieux. Quoi de plus innocent, de plus naturel, semblerait-il. Après un repas consistant, une portion de vitamines pour équilibrer le tout, une pomme, une orange, une grappe de raisin. Nous sommes sincèrement convaincus d'aider notre organisme et de finir le repas sur une note saine. Mais c'est là que réside le piège. Les fruits se digèrent très rapidement. Il ne leur faut littéralement que 20 à 30 minutes pour quitter l'estomac. Votre repas copieux, en revanche, surtout s'il contenait de la viande, des pommes de terre ou des pâtes, reste dans l'estomac pendant plusieurs heures pour une digestion approfondie. Imaginez une autoroute très fréquentée. Les fruits sont une moto rapide. Votre repas, c'est un camion lent et lourdement chargé. Quand la moto se retrouve derrière le camion sur une route étroite, elle ne peut pas doubler. Elle se retrouve tout simplement coincée dans les embouteillages. C'est exactement ce qui se passe dans votre estomac. Les fruits, bloqués par les aliments qui digèrent lentement, commencent à fermenter et à pourrir directement sur place. Le sucre qu'ils contiennent se transforme en alcool et en dioxyde de carbone. C'est de là que proviennent ces sensations désagréables, les ballonnements, la lourdeur, les éructations et cette impression d'avoir avalé un ballon de baudruche. Alors, que faire? Retenez une règle simple. Les fruits sont un repas à part entière. Mangez-les au moins une demi-heure avant votre repas principal ou attendez 2 à 3 heures après. Laissez le camion passer avant de lancer la pète moto sur l'autoroute. Parlons maintenant d'une véritable diva solitaire sur votre table. Un fruit qui déteste tellement la compagnie qu'il est toujours préférable de le déguster seul. Le nom de cette reine, ou plutôt de cette diva, c'est le melon. Beaucoup adorent les salades estivales de melon et de jambon de Parme, ou le savourent en dessert. Pourtant, diététiciens et experts en Ayurveda sont unanimes. Le melon ne doit être mélangé avec rien, absolument rien. Pas même avec d'autres fruits. Pourquoi est-il si capricieux? Tout est une question de vitesse. Le melon est un champion de la digestion rapide. Imaginez-le comme l'Usain Bolt de l'assiette. Il file à travers l'estomac et est digéré dans l'intestin en seulement 15 à 20 minutes. Maintenant, imaginez que vous le dégustiez avec autre chose. Ce sprinter se retrouve alors bloqué dans la même pièce que des marathoniens lents, comme la viande ou le pain. Le melon est prêt à poursuivre sa course, mais son chemin est entravé par d'autres aliments qui, eux, mettront des heures à être digérés. Et que fait-il, incapable d'avancer? Exactement, il commence à fermenter. De là découlent de forts ballonnements, des gaz, et cette sensation désagréable que votre ventre est sur le point de s'envoler. Le melon n'est tout simplement pas fait pour la compagnie. Par conséquent, si vous aimez le melon, savourez-le exclusivement en solo. Considérez-le comme une collation à part entière,
à déguster 1 heure avant ou 2 heures après tout autre repas. Laissez cette reine, ou plutôt cette diva, donner son récital en solitaire. On s'attaque maintenant à un véritable incontournable des bars de fitness et des petits déjeuners sains. Mais attention, nous allons briser l'un des mythes les plus tenaces. Je parle bien sûr du célèbre smoothie pour la prise de masse, la banane au lait. À première vue, c'est le duo parfait. Le potassium de la banane, le calcium et les protéines du lait, on dirait l'élixir de santé par excellence dans un seul verre. Des millions de personnes commencent leur journée avec ce smoothie, convaincus de faire le plein d'énergie et de vitalité. Pourtant, pour notre système digestif, cette association est l'une des plus lourdes et des plus insidieuses qui soient. L'Ayurveda, cette ancienne science indienne de la santé, va même jusqu'à qualifier ce mélange de toxique. Mais alors, où est le problème? C'est très simple. La banane, bien que sucrée au goût, devient acide au cours de sa digestion dans l'estomac. Et que se passe-t-il lorsque l'on ajoute de l'acide au lait? Exactement. Il caille. Il se forme alors directement dans votre estomac un grumeau dense, visqueux, un véritable caillé très difficile à digérer. En conséquence, votre système digestif travaille en sur-régime, s'épuisant. Cette combinaison ne fait pas qu'uniquement ralentir votre métabolisme, elle éteint littéralement votre feu digestif. Au lieu de la vitalité, vous ressentez de la léthargie, de la somnolence et une lourdeur persistante. Votre corps dépense des ressources colossales pour tenter de digérer ce mélange, ce qui favorise aussi la production excessive de mucosité. Alors oui, si votre but est la prise de masse à tout prix, cela peut sembler efficace. Mais si votre objectif est la légèreté et une santé optimale, mieux vaut consommer la banane et le lait séparément. Pour rester sur la thématique laitière, parlons d'une combinaison qui agit encore plus vite et de manière plus spectaculaire que la banane. C'est une véritable agression chimique pour votre estomac. Il s'agit du lait associé à n'importe quel aliment acide. Imaginez votre petit déjeuner, un bol de céréales avec du lait accompagné d'un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Ou peut-être un milkshake avec des fruits acides comme la fraise ou l'ananas. Ça semble sain et rafraîchissant, n'est-ce pas? Mais pour votre digestion, c'est une catastrophe qui se déroule en temps réel. Rappelez-vous la fabrication du fromage blanc maison. On ajoute un peu de jus de citron au lait chaud et il caille presque instantanément, se décomposant en flocons et en petits laits. Eh bien, c'est précisément la même réaction chimique qui se produit directement dans votre estomac lorsque vous mélangez lait et acide. La caséine, la protéine principale du lait, sous l'effet de l'acide présent dans les fruits ou les jus, coagule instantanément, c'est-à-dire qu'elle se caille. Un caillot dense, collant et très difficile à digérer se forme alors dans votre estomac. Votre organisme n'est tout simplement pas préparé à ça. Au lieu d'assimiler tranquillement les nutriments, il doit déployer des efforts colossaux pour décomposer ce bloc. Le résultat est prévisible. Lourdeur, douleur d'estomac, ballonnement accru et un dérèglement complet du processus digestif. Alors, retenez bien, le lait et les oranges ne sont pas amis. Et il ferait à mieux de ne jamais se rencontrer dans votre estomac. Et si nous parlions maintenant d'un grand classique des tablés, un plat adoré par des millions de personnes, porfadis? C'est cette combinaison à la fois copieuse, savoureuse et si familière, la viande et les pommes de terre. Qu'il s'agisse d'un steak frites, d'un rôti ou d'un poulet accompagné de sa purée, pour beaucoup, c'est l'incarnation même du dîner parfait. Mais penchons-nous sur ce duo du point de vue de notre estomac. Et croyez-moi, il n'est pas du tout ravi de ce mariage. C'est l'une des combinaisons les plus lourdes et les plus incompatibles qui soit, une véritable épreuve pour votre système digestif. Où est le problème, direz-vous? Tout réside dans la chimie différente de leur digestion. La viande est une protéine concentrée. Pour la décomposer, l'estomac doit sécréter un suc gastrique très acide contenant l'enzyme pepsine.
Le milieu doit être extrêmement acide. La pomme de terre, en revanche, est un amidon pur. Or, pour digiger les amidons, il faut un milieu complètement différent, un milieu alcalin, et des enzymes amylases qui commencent leur action dès la bouche avec la salive. Lorsque vous mangez de la viande et des pommes de terre ensemble, une véritable guerre des enzymes se déclare dans votre estomac. L'acidité, produite pour la viande, neutralise complètement les enzymes alcalines nécessaires à la digestion des pommes de terre. Résultat, l'amidon n'est pas digéré correctement. Il stagne dans l'estomac, commence à fermenter et à putréfier. Quant aux protéines, elles sont assimilées beaucoup plus lentement et moins efficacement en raison de la présence de l'amidon. Voilà donc la raison de cette sensation de lourdeur prolongée, des brûlures d'estomac et de la somnolence après un tel dîner parfait. Votre corps dépense alors toute son énergie à gérer les conséquences au lieu de la produire. Poursuivons notre exploration de l'amidon et penchons-nous sur l'un de ses partenaires les plus insidieux. Ce plat d'accompagnement qui nous paraît si inoffensif et universel, les pâtes ou le riz à la sauce tomate. Une bonne bolognaise, un risotto aux tomates. Qui n'adore pas ces classiques? Pourtant, même ici, notre estomac rencontre un défi de taille. Le coupable? La tomate. Bien que nous la considérions souvent comme un légume, d'un point de vue botanique, la tomate est une baie acide. Et cette acidité entre en conflit direct avec les glucides amylacés. Comme nous l'avons déjà vu, pour la digestion des amidons contenus dans les pâtes, le riz ou le pain, il faut un milieu alcalin et une enzyme, l'amylase, qui commence son action dès la bouche. Mais quand vous y ajoutez l'acidité de la tomate, il se passe la même chose qu'avec la viande. L'acide bloque l'action de l'amylase. Résultat, la digestion de l'amidon est fortement ralentie, voire complètement stoppée. Il stagne dans l'estomac, provoquant fermentation, ballonnement et une sensation de malaise. Le corps dépense une énergie considérable pour tenter de gérer ce mélange incompatible, ce qui entraîne fatigue et somnolence après le repas. Vous avez sûrement déjà ressenti cet état que l'on appelle, en plaisantant, le coma glucidique après une bonne assiette de pâtes. Vous savez maintenant que la quantité n'est pas la seule en cause, le mariage des aliments y est aussi pour beaucoup. Si vous souhaitez faciliter le travail de votre estomac, essayez de remplacer les sauces tomates par des sauces crémeuses ou du pesto, beaucoup moins acides. Beaucoup d'entre nous adorent s'accorder le fromage et l'ajoutent littéralement partout pour sublimer leurs plats et les rendre plus gourmands et plus copieux. Pizza double fromage, pâtes au parmesan, burger au cheddar. Mais parlons d'une combinaison très populaire mais extrêmement lourde. La viande et le fromage. Un steak dans un cheeseburger, une lasagne à la viande et à la mozzarella, du poulet gratiné. Tout cela est incroyablement appétissant. Mais pour notre système digestif, c'est un double coup, une véritable épreuve qui peut le mettre KO pendant plusieurs heures. Mais quel est le problème au juste? La viande et le fromage sont tous deux des aliments très riches en protéines. Lorsqu'ils arrivent ensemble dans l'estomac, ils exigent une quantité considérable de suc gastrique et d'enzymes pour être digérés. Cela représente déjà une charge de travail importante. Mais ce n'est pas tout. Le fromage, surtout fondu ou gras, contient une grande quantité de matière grasse. Les graisses ont la particularité de ralentir la sécrétion de suc gastrique et d'inhiber globalement le processus de digestion. Qu'est-ce que cela donne au final? Vous consommez une double portion de protéines dont la digestion est déjà longue en soi, et par-dessus, vous recouvrez le tout de graisse qui met littéralement le processus en pause. Cette masse protéino-lipidique peut rester bloquée dans votre estomac pendant un long moment, provoquant une sensation de lourdeur, de pierre sur l'estomac, des ballonnements, des renvois et une fatigue générale. L'organisme mobilise toutes ses ressources pour digérer ce conglomérat, détournant ainsi de l'énergie des autres systèmes. Alors, la prochaine fois,
il serait peut-être judicieux de choisir l'un ou l'autre, soit la viande, soit le fromage. Et si on brisait un mythe aujourd'hui? Celui du saladier d'été par excellence, symbole de fraîcheur et de bien-être, la salade de concombres et tomates. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce mariage classique, pilier de nos repas estivaux ou de nos déjeuners au jardin, n'est en réalité pas aussi bénéfique qu'on l'imagine. Côté saveur, c'est l'union parfaite. Un concombre croquant et juteux, une tomate charnue et parfumée. Mais d'un point de vue biochimique, ce sont de véritables antagonistes. Leur coexistence dans la même assiette ferait plus de mal que de bien. Le principal coupable, le concombre. Il contient une enzyme particulière, l'ascorbinase. Et là, attention, cette enzyme est un véritable destructeur de la vitamine C, également connue sous le nom d'acide ascorbique. Or, la tomate est, comme chacun sait, l'une des principales sources de cette précieuse vitamine. Que se passe-t-il quand vous les coupez ensemble dans une salade? L'ascorbinase du concombre entre immédiatement en action et commence à détruire activement toute la vitamine C de la tomate. Au final, vous vous retrouvez avec une salade certes savoureuse, mais pratiquement dénuée de vitamines. Vous pensez faire le plein de nutriments essentiels, alors qu'en réalité, un aliment annule les bienfaits de l'autre. De plus, ils ont des temps de digestion différents, ce qui peut également créer une surcharge pour votre système digestif. Alors, si vous voulez profiter au maximum de leurs vertus, consommez les concombres et les tomates séparément, en respectant un intervalle d'au moins une demi-heure. Plongeons au cœur du Mexique, patrie des burritos et des nachos. Aujourd'hui, parlons d'une combinaison qui est à la base de nombreux plats, Tex-Mex, mais qui est aussi championne incontestée en matière de désagréments. Je parle bien sûr des haricots et du fromage. Une quesadilla haricot-fromage. Un burrito ou une purée de haricots côtoie un cheddar fondant. Sur le papier, c'est savoureux, généreux et réconfortant. Mais si après un tel festin vous avez déjà eu l'impression d'être un ballon de baudruche, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Alors, quel est le problème avec ce duo apparemment innocent? Voyons cela de plus près. Les haricots, comme d'autres légumineuses, contiennent des glucides complexes que notre organisme ne peut pas digérer entièrement. Durant leur décomposition par les bactéries intestinales, des gaz se forment naturellement, et cela, en soi, peut déjà provoquer des ballonnements chez de nombreuses personnes. Et maintenant, ajoutons le fromage à l'équation. Le fromage est un aliment lourd, riche en protéines et en matières grasses, ce qui ralentit considérablement la digestion. De plus, beaucoup d'adultes souffrent, à des degrés divers, d'intolérance au lactose, le sucre du lait. Or, le lactose non digéré est lui aussi un puissant facteur de fermentation et de production de gaz. Quel est le résultat final? Nous combinons deux produits dont chacun, pris séparément, est un potentiel provocateur de ballonnement. Ensemble, ils créent un véritable cocktail explosif dans votre intestin. Le processus de fermentation est multiplié de manière exponentielle. C'est la recette quasi garantie pour le météorisme, l'inconfort et une sensation de lourdeur intense. Donc, si votre digestion est sensible, mieux vaut éviter ce duo mexicain détonnant. Revenons à nos petits déjeuners, car c'est le matin que nous posons les bases de notre journée. Et quoi de mieux que l'incontournable des blogs fitness, le Graal de l'alimentation saine, un bol de yaourt nature garni de fruits frais ou de baies? Une véritable ode à la vitalité, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous annonçais que ce petit déjeuner idéal est en réalité pour de nombreuses personnes une source de véritable inconfort? Le problème réside, une fois de plus, dans l'association d'un produit laitier et de l'acidité. C'est particulièrement vrai si vous y ajoutez des fruits acides comme la fraise, la framboise, le kiwi, l'ananas ou les agrumes. Lorsque l'acidité des fruits rencontre les protéines du lait dans votre tube digestif, cela peut ralentir considérablement le processus de digestion.
Ce ralentissement crée alors un environnement propice à la fermentation. De plus, la médecine ayurvédique considère qu'une telle combinaison altère la flore intestinale et favorise la formation de toxines. En conséquence, au lieu de ressentir un regain d'énergie et de légèreté, vous pourriez éprouver une sensation de lourdeur, d'acidité, voire des ballonnements. Votre organisme dépense alors son énergie non pas à assimiler les nutriments essentiels, mais à gérer les conséquences de ce petit déjeuner, en apparence si parfait. Si vous observez de tels symptômes, essayez de consommer le yaourt et les fruits séparément, en respectant au moins 1 heure d'intervalle. Vous pourriez être surpris de la nette amélioration de votre bien-être. Changeons de sujet, et au lieu de parler de nourriture, abordons ce qui l'accompagne. Une habitude qui nous semble tout à fait naturelle, mais qui en réalité sabote toute notre digestion. Il s'agit de l'eau glacée pendant les repas. Un verre d'eau froide avec des glaçons, surtout par une chaude journée, semble être le complément idéal à notre repas. Nous pensons aider notre digestion, mais en réalité, nous lui mettons des bâtons dans les roues. Imaginez votre estomac comme un four chaud, où se déroule un processus chimique complexe de digestion. Pour qu'il fonctionne efficacement, il a besoin d'une certaine température. Lorsque vous buvez d'un coup un verre d'eau glacée, vous éteignez littéralement ce feu. Que se passe-t-il ensuite? Premièrement, le liquide froid provoque un spasme des vaisseaux sanguins dans les parois de l'estomac. Cela réduit drastiquement leur capacité à sécréter les sucs digestifs et tout le processus ralentit. Deuxièmement, et c'est particulièrement important si vous mangez quelque chose de gras, le froid gèle les graisses. Les graisses, qui auraient pas dû être décomposées et assimilées, durcissent et se transforment en grumeaux denses. Elles pèsent lourdement dans l'estomac, gênant son fonctionnement et provoquant une sensation de lourdeur. L'organisme est contraint de dépenser de l'énergie supplémentaire pour d'abord réchauffer toute cette masse et seulement ensuite commencer à la digérer. La température idéale pour les liquides à boire pendant les repas est ambiante ou légèrement tiède. Réservez les glaçons au cocktail et non à votre repas. Amateurs de thé, tenez-vous prêts. Nous allons aborder une tradition populaire dans de nombreuses cultures, de l'Angleterre à l'Inde, le thé au lait. Cette boisson a tout pour plaire. Elle est réconfortante, noble et semble si bénéfique. On y associe les antioxydants du thé au calcium et aux protéines du lait. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère que cette union, en apparence parfaite, cache une véritable lutte interne qui annule les bienfaits des deux composants. Les principaux perturbateurs dans le thé sont des substances particulières appelées tanins. Ce sont eux qui donnent au thé son goût astringent et âpre. D'un autre côté, nous avons le lait avec sa protéine principale, la caséine. Or, lorsque les tanins du thé rencontrent la caséine du lait, ils forment des liaisons chimiques solides. En d'autres termes, ils se lient l'un à l'autre. Quelles en sont les conséquences? Premièrement, les tanins liés perdent leurs précieuses propriétés antioxydantes. Le thé n'est plus aussi bénéfique pour le cœur et les vaisseaux sanguins qu'on le pense. Deuxièmement, la caséine liée devient très difficile à digérer. Cette protéine, censée être bénéfique pour l'organisme, passe alors en transit ou crée une charge supplémentaire pour le système digestif. Au final, vous buvez une boisson où les bienfaits d'un composant sont neutralisés par l'autre. Vous obtenez un goût agréable, certes, mais pas les avantages pour la santé que vous espériez. Si vous voulez en tirer le maximum de bénéfices, consommez le thé et le lait séparément, en respectant un intervalle d'au moins 1 heure. Pour les amateurs de café, le rituel matinal est souvent immuable. Une bonne tasse de café fumant accompagnée d'une tartine de fromage, un petit déjeuner rapide, nourrissant et à première vue plutôt équilibré, n'est-ce pas? Des protéines et du calcium grâce au fromage, de l'énergie avec le pain et un coup de fouet du café. L'équation parfaite? Malheureusement non, cette combinaison si populaire recèle un piège insidieux
qui concerne l'assimilation d'un des minéraux les plus essentiels pour notre organisme, le calcium. Le fromage est en effet une excellente source de calcium, indispensable à nos os, nos dents et notre système nerveux. On croque dans notre tartine de fromage, justement dans l'espoir de renforcer notre santé. Mais c'est ici qu'intervient le café. Il contient les mêmes tanins que le thé, ainsi que de la caféine. Ces substances ont la particularité de capturer le calcium et d'en entraver l'absorption intestinale. Pire encore, la caféine a un effet diurétique, ce qui favorise l'élimination du calcium par le corps. Alors, que se passe-t-il concrètement? Vous ingérez une portion de calcium précieux, mais votre café matinal met tout en œuvre pour qu'il ne soit pas assimilé. La majeure partie de ce minéral ne fait que transiter sans apporter le moindre bénéfice. En agissant ainsi, vous vous privez vous-même, transformant un petit déjeuner potentiellement bénéfique en un repas quasiment inutile. Si vous souhaitez que le calcium de vos produits laitiers soit véritablement profitable et bien assimilé, il est fortement conseillé de respecter une pause d'au moins 40 à 60 minutes entre leur consommation et votre tasse de café. Jetons un coup d'œil au classique petit déjeuner anglais. Des œufs au plat et du bacon. Pour beaucoup, c'est l'incarnation même d'un début de journée copieux et réussi. Le bacon croustillant et parfumé, accompagné de ces œufs au plat moelleux, forme une association qui ouvre l'appétit rien qu'à la vue. Pourtant, d'un point de vue diététique, c'est l'une des combinaisons les plus lourdes, voire indigestes, qu'il soit possible d'imaginer. C'est un véritable choc pour votre système digestif, et, plus précisément, pour votre pancréas. Mais pourquoi un tel constat? Les œufs, tout comme le bacon, sont des aliments extrêmement riches en protéines et en matières grasses. Lorsqu'un tel mélange concentré de protéines et de lipides atteint l'estomac, il exige un effort colossal pour la digestion. L'organisme doit alors produire une quantité phénoménale d'enzymes pour venir à bout de cette tâche. Un tel petit déjeuner stagne longtemps dans le tube digestif, provoquant une sensation de lourdeur qui peut persister jusqu'au déjeuner. Loin de vous apporter l'énergie nécessaire, il vous en prive, paradoxalement. Toutes les ressources de votre corps sont mobilisées, non pas pour l'activité intellectuelle ou physique, mais pour la digestion de cette véritable bombe alimentaire. De plus, la consommation régulière de ce type de repas lourd impose une charge considérable sur le foie et le pancréas. Si vous aspirez à un début de journée léger, mieux vaut opter pour une seule option, des œufs accompagnés de légumes, ou si l'envie est trop forte, quelques tranches de bacon avec une tranche de pain complet grillé. Mais l'association des deux, c'est une artillerie bien trop lourde pour un repas matinal. Plongeons maintenant dans le monde de l'exotisme et parlons d'une association à laquelle vous n'auriez peut-être jamais pensé, mais qui pourrait receler un danger caché. Nous allons aborder le duo citron et papaye. À première vue, qu'y a-t-il de mal à cela? Les deux fruits sont de véritables trésors de vitamines. La papaye est riche en papaïne, une enzyme qui favorise la digestion, et le citron est une excellente source de vitamine C. On les mélange d'ailleurs souvent dans les salades de fruits ou les smoothies pour leur apporter une touche tropicale. Cependant, certaines études et des experts en nutrition déconseillent fortement cette association. On estime que la consommation simultanée de citron et de papaye pourrait entraîner un déséquilibre dans la composition sanguine et plus spécifiquement affecter le taux d'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine présente dans nos globules rouges, essentielle au transport de l'oxygène dans tout le corps. Un taux stable est crucial pour notre santé et notre bien-être général. Selon certaines sources, une réaction chimique entre les substances contenues dans le citron et la papaye pourrait déclencher le développement de l'anémie, particulièrement chez les enfants. Bien que cette question nécessite encore des recherches approfondies, le principe « un homme averti en vaut deux » est ici plus que jamais d'actualité. Si votre famille présente une prédisposition à l'anémie,
ou si vous êtes simplement soucieux de votre santé, il est préférable de ne pas prendre de risques et de consommer ces deux excellents fruits séparément. La sécurité, avant tout. On croit souvent que seules les combinaisons de fruits ou de protéines peuvent être problématiques. Et si je vous disais que certains légumes peuvent aussi avoir du mal à cohabiter dans une même assiette? Prenons l'exemple de deux stars de la famille des solanacées, la pomme de terre et l'aubergine. Gratin, ragoût, poêlée de légumes, ces plats où elles se côtoient sont monnaie courante sur nos tables. Chacun délicieux, nourrissant, elles semblent a priori former un duo inoffensif et savoureux. Pourtant, pour certaines personnes, cette association peut se transformer en véritable casse-tête digestif. Alors, quel était le hic? La pomme de terre et l'aubergine sont toutes deux riches en amidon. Mais l'aubergine, en particulier, contient d'autres composés qui peuvent compliquer la digestion. Associé à l'amidon déjà lourd de la pomme de terre, cela représente une double charge pour l'estomac et les intestins. Ce duo peut être particulièrement mal toléré par les personnes ayant une digestion sensible ou une prédisposition au processus inflammatoire. La famille des solanacées est d'ailleurs réputée pour pouvoir provoquer des inflammations chez certains individus. Et lorsque deux de ces représentants se retrouvent ensemble, cet effet peut s'en trouver amplifié. De plus, l'aubergine, telle une éponge, absorbe énormément d'huile à la cuisson, notamment frites. Si vous combinez des frites de pommes de terre avec des aubergines frites, vous obtenez non seulement une combinaison difficile à digérer, mais aussi une véritable bombe calorique. Résultat, lourdeur, ballonnement et inconfort général. Si vous êtes fan de ces deux légumes, privilégiez des préparations séparées et associez-les à des aliments plus légers. Après avoir parlé de nos habitudes alimentaires, tournons-nous vers les boissons de fête et en particulier l'un des cocktails les plus dangereux qui soit, le mélange d'alcool et de boissons énergisantes. Beaucoup associent la vodka ou le whisky à ces boissons populaires, pensant ainsi repousser la fatigue et faire la fête toute la nuit. Ce cocktail crée l'illusion de contrôler son état et de rester alerte, mais c'est en réalité un jeu mortel avec votre corps, et avant tout avec votre cœur. Comment cela fonctionne-t-il? L'alcool est un dépresseur. Il ralentit le système nerveux central, diminue les réflexes et provoque la somnolence. Une boisson énergisante, à l'inverse, est un puissant stimulant. Elle contient une dose massive de caféine, de taurine et de sucre qui excitent brutalement le système nerveux. Lorsque vous les mélangez, vous envoyez deux signaux radicalement opposés à votre organisme, et ce, simultanément. Le stimulant, l'énergisant masque les effets du dépresseur, l'alcool. Vous n'évaluez plus correctement votre niveau d'ivresse. Vous avez l'impression d'être sobre et plein d'énergie, alors que la concentration d'alcool dans votre sang a déjà atteint des niveaux dangereux. Cela multiplie les risques d'intoxication, de blessures et de comportements irréfléchis. Mais le plus grave, c'est ce qui se passe avec le cœur. Il subit un double choc. L'alcool perturbe le rythme cardiaque, tandis que la caféine le pousse à battre à une vitesse folle. Une telle surcharge peut entraîner des arythmies, une hausse brutale de la tension artérielle et, dans le pire des cas, une crise cardiaque, y compris chez des personnes jeunes et en bonne santé. Retenez bien ceci. L'alcool et les boissons énergisantes ne sont pas des amis. Leur rencontre peut se terminer par une tragédie. En poursuivant notre discussion sur l'alcool, abordons une autre association, malheureusement très courante et pourtant extrêmement nocive. L'alcool et les repas gras et lourds. Un bon cognac avec un chaklik, une bière accompagnée de saucisses grasses, de la vodka avec des pommes de terre frites et des cornichons. Pour beaucoup, ces combinaisons sont indissociables de toute fête ou repas convivial. On a souvent l'impression qu'un plat consistant atténue les effets de l'alcool. Mais en réalité, c'est un véritable enfer que nous faisons vivre à notre foie et à notre pancréas. Que se passe-t-il dans notre corps? Lorsque vous buvez de l'alcool,
votre foie abandonne immédiatement toutes ses autres fonctions pour se concentrer, en mode urgence, sur sa neutralisation. Pour lui, l'alcool est un poison, la toxine numéro 1 à éliminer au plus vite. Imaginez maintenant qu'en même temps que cette toxine, vous ingurgitez une montagne d'aliments gras. La dégradation des graisses est également l'une des principales missions du foie. Il se retrouve alors face à un dilemme impossible. Que faire en premier? Neutraliser le poison ou digérer les graisses? Étant donné que la neutralisation de l'alcool est une question de survie, le foie s'y consacre en priorité. La dégradation des graisses est alors repoussée à plus tard. En conséquence, les graisses ne sont pas correctement décomposées et commencent à s'accumuler directement dans les cellules hépatiques. C'est la voie directe vers le développement de la stéatose hépatique, plus connue sous le nom de maladie du foie gras. De plus, cette double charge peut provoquer une pancréatite aiguë, une inflammation du pancréas très dangereuse. La meilleure option pour accompagner l'alcool est une nourriture légère et peu grasse, des légumes, des protéines maigres ou des fruits. Parlons maintenant d'une combinaison qui pourrait bien provoquer un petit volcan dans votre estomac. Je parle de la menthe et des boissons gazeuses. Nous connaissons tous la fameuse expérience du Mentos et du Coca-Cola. Quand une pastille mentholée tombe dans une bouteille de soda, une réaction violente se produit, libérant une quantité énorme de mousse. C'est un spectacle impressionnant, mais totalement inoffensif tant qu'il se déroule à l'extérieur. Imaginez maintenant que quelque chose de similaire puisse se passer dans votre estomac. Bien sûr, vous n'aurez pas un geyser aussi puissant, mais le principe reste le même. La surface des bonbons à la menthe ou du sirop mentholé présente des irrégularités microscopiques. Ces micro-aspérités agissent parfois comme des points de nucléation, permettant une libération rapide du dioxyde de carbone contenu dans la boisson. C'est ce qui provoque cette effervescence subite et abondante. Lorsque vous mangez un bonbon à la menthe, un chewing-gum ou buvez du sirop de menthe, puis que vous ingérez une boisson gazeuse, une réaction similaire se déclenche dans votre estomac. Le dioxyde de carbone, qui aurait dû être libéré progressivement, est expulsé en une véritable avalanche. Cela se traduit par des ballonnements soudains et intenses, une sensation de pression ou de gonflement, des éructations et parfois même des douleurs. Votre estomac se gonfle littéralement de l'intérieur. Cette combinaison est particulièrement risquée pour les personnes souffrant déjà de troubles gastro-intestinaux, tels que la gastrite ou le reflux gastro-œsophagien. Alors, si vous cherchez à vous rafraîchir, faites un choix, optez pour la menthe ou pour une boisson gazeuse, mais ne les mélangez jamais. Enfin, nous abordons la combinaison la plus importante et potentiellement la plus dangereuse. Elle ne se contente pas de provoquer un simple inconfort, elle peut constituer une réelle menace pour votre santé, voire votre vie. Il s'agit de l'association entre certains médicaments et des produits en apparence totalement inoffensifs, comme le pamplemousse ou d'autres agrumes. Beaucoup d'entre nous, en cas de rhume, prennent des médicaments contre la toux et consomment en parallèle du thé au citron ou du jus de pamplemousse afin de faire le plein de vitamine C. Cela semble logique, mais cela peut s'avérer une erreur fatale. En effet, le pamplemousse et certains autres agrumes contiennent des substances appelées furanocoumarines. Ces substances bloquent l'action de l'une des enzymes les plus importantes de notre foie, le cytochrome P450. Or, cette enzyme est responsable de la métabolisation et de l'élimination d'un grand nombre de médicaments de l'organisme, notamment les statines pour réduire le cholestérol, certains antibiotiques, des médicaments pour le cœur et, point crucial, le dextrométhorphane, un composant populaire de nombreux sirops contre la toux. Que se passe-t-il lorsque cette enzyme est bloquée? Le médicament n'est plus métabolisé ni éliminé par l'organisme. Sa concentration dans le sang commence à augmenter rapidement, atteignant des niveaux toxiques. Cela équivaut à une surdose multiple. Dans le cas d'un sirop contre la toux,
Cela peut provoquer de graves effets secondaires, des palpitations et des vertiges aux hallucinations et à la dépression respiratoire. Retenez donc cette règle d'or. Lisez toujours attentivement la notice de tout médicament et ne prenez jamais vos comprimés avec du jus, surtout pas du jus de pamplemousse. La meilleure boisson, et la plus sûre pour cela, est tout simplement de l'eau. Mais arrêtons-nous un instant sur le plus frappant. Vous venez d'entendre parler des citrons et des médicaments contre la toux. Il ne s'agit pas seulement d'un simple désagrément, mais d'une véritable menace pour la santé. Certains médicaments contenant du dextrométhorphane, en interaction avec le pamplemousse ou le citron, peuvent provoquer de graves effets secondaires, allant jusqu'aux hallucinations, car le foie cesse de les métaboliser correctement. C'est un véritable revirement. Un fruit ordinaire peut transformer un médicament en poison. Mais ce qui est tout aussi surprenant, c'est le nombre de combinaisons alimentaires saines, communément admises, qui nous sont en réalité nocives. Prenez par exemple le smoothie banane-lait, souvent consommé pour prendre de la masse, ou un yaourt aux fruits rouges au petit déjeuner. Nous pensons bien faire, mais nous créons en réalité un véritable champ de bataille dans notre estomac. La principale leçon à tirer de tout cela n'est pas de développer une peur panique de la nourriture. Il s'agit plutôt d'apprendre à écouter son corps et de comprendre que même les meilleurs ingrédients mal associés peuvent devenir nos ennemis. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a permis de porter un nouveau regard sur le contenu de votre assiette. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres faits intéressants sur notre santé. Et vous, quelle combinaison alimentaire étrange ou désagréable avez-vous rencontrée dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en.